Bienvenue. Allez, une nouvelle semaine commence. Toujours s'hydrater. Bonjour, bonjour, bienvenue. Comment ça va ici? Bonjour, bienvenue, bienvenue. Connectez-vous. Hop, allez, la semaine commence. Pas de repos pour les braves, hein, on a dit. Bienvenue, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle semaine. La grippe est passée, le rhume est passé, donc ouais, on est bien, on est en forme. Aujourd'hui, j'ai envie d'être debout, de rester debout. Bonjour Yves Talbot, comment ça va? Bienvenue. Ndri, Fabrice, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je suis debout. J'ai envie de rester un peu debout et après, voilà. Bienvenue, bienvenue, connectez-vous. Dès que vous vous connectez, vous partagez le live, d'accord? Comme ça, on va avancer. Bonjour, bienvenue. Salut, salut. Bonjour, bienvenue. Connectez-vous. Comment ça va ici? Bon début de semaine. On va attaquer un peu. Aujourd'hui, on va faire de la jurisprudence. C'est important. Salut, bienvenue. Salut. Shekina, bonjour. Guy, bonjour, bienvenue. Connectez-vous. Analyse de la jurisprudence. Une décision très importante, à plus d'un titre. Donc, on se connecte et puis on va en parler. Mamadou, bonjour, bienvenue. Alors, pendant que vous vous connectez, moi je fais petite lecture, voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est même pas un jugement du tribunal administratif ni un arrêt de la cour d'appel, c'est vraiment une ordonnance. Une ordonnance du Conseil d'État. Là, aujourd'hui, c'est le Conseil d'État, donc c'est du lourd. Allez, connectez-vous, on va en parler. Je ne sais même pas ce que j'avais mis sur le titre du live. Je ne sais pas si c'est les questions-réponses, j'ai pas pu modifier, mais bon, on y va. Je vais vérifier. Alors. Salut, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Salut, salut, bonjour, bonjour, bienvenue, venez, on va parler un peu. Alors, le titre, qu'est-ce que j'avais mis comme titre? Oh, bah, c'est toujours la même chose. Oh, ça va alors, ok. Ça va. Alors, comment ça va? Bienvenue ce lundi, j'espère que vous allez bien.
que vous avez commencé votre journée ou alors ceux qui sont en vacances. Vous êtes reposés. Donc, on va un peu analyser une ordonnance du Conseil d'État. Donc, aujourd'hui, on est quand même debout. J'ai remis le tailleur parce que d'habitude, je l'enlève et tout. Mais là, c'est lundi, c'est bien. Alors, donc, avant de commencer, je vous rappelle qu'il y aura une conférence débat sur la page, non, en ligne plutôt, ce samedi 26 octobre. J'ai déjà mis le flyer sur la page. Donc, ça parlera de la problématique de l'accueil et du séjour des primo-arrivantes en France. Donc, des femmes qui viennent d'arriver en France. On va parler de plusieurs thèmes, à savoir les conditions matérielles d'accueil et de séjour, l'individualisation du droit au séjour, les difficultés d'accès aux emplois qualifiés et on va avoir quelques clés, quelques astuces pour rompre avec les rôles qui sont attribués dès qu'on arrive en France, d'accord? Donc la conférence, elle est en ligne. C'est ce samedi. De toute façon, il y a de la place puisque c'est en ligne, donc il y a de la place. Il y a les infos sur le flyer, allez vous inscrire. Je sais que dans la culture, je le dis, culture noire arabe, les gens, ils n'ont pas justement cette culture-là de payer pour se former, d'investir dans la formation, dans l'apprentissage et tout. Et c'est ce qui fait que beaucoup passent à côté de leur vie, de leurs droits, etc. Je ne le fais pas parce que la conférence est payante, mais ça, c'est en général. Vous n'avez même pas idée des coûts des formations que moi je paye en ligne pour avoir des certifications, etc. et tout. Vous n'avez pas idée. Mais ça, c'est pas du gaspillage, c'est de l'investissement. Quand on investit dans la formation, on a toujours un retour sur investissement. Il y a toujours un retour sur investissement. Et là, pour le coup, cette conférence, elle va être abordée sous le prisme de la femme, sous l'angle de la femme. Parce que généralement, comme je l'ai dit, je le répète, les femmes, quand elles arrivent, c'est surtout parce qu'elles rejoignent leur mari dans le cadre du regroupement familial. Donc, il y a des choses qui sont attachées à ce droit, à la réunification familiale, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont liées, par exemple, à l'individualisation du droit, etc. Donc, on va parler de toutes ces choses. C'est samedi en ligne, après-midi. Si vous êtes en France, les enfants sont en vacances. C'est pas cher du tout. Allez vous inscrire. Venez, on va parler. C'est une femme qui va vous parler du droit des femmes en France, du droit par rapport au séjour des femmes en France. Je l'ai fait parce que par rapport aux gens que j'accompagne, il y a beaucoup de récurrence. Il y a des choses qui reviennent souvent. Et donc, comme il y a des questions aussi et tout, je préférais regrouper tout ça pour faire une conférence. Et puis, il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Il y a 2 jours. J'ai fait un petit live, séance questions-réponses par rapport aux droits des étrangers. Donc, la page, pour ceux qui ne le savent pas, bienvenue à ceux qui se connectent. La page, elle est dédiée à l'apprentissage du droit dans toute sa splendeur, sous tous ses aspects. Mais j'ai décidé de me focaliser sur le droit des étrangers parce que c'est un droit qui est compliqué, qui est difficile à appréhender. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes vis-à-vis de ce droit, surtout avec la dématérialisation des procédures. On ne va plus à la préfecture, il faut prendre rendez-vous en ligne et c'est difficile. Il y a une dame à Paris que je suis qui a eu son titre de séjour et pendant plus de 6 mois, elle n'a pas réussi à prendre rendez-vous pour aller récupérer le titre de séjour. Et pour ceux qui ne le savent pas, les titres de séjour sont toujours décalés de au moins 2 mois. La date effective de validité, elle commence avant même que le message soit envoyé aux personnes pour aller récupérer. Elle a pratiquement perdu. Donc, le temps qu'elle arrive avec toutes les procédures à obtenir un rendez-vous pour récupérer le titre de séjour, il fallait déjà prendre un rendez-vous pour le renouveler. Donc, il y a des choses comme ça, mais il y a des petites astuces, il y a des petites clés, il y a des stratégies. Ça vient de la pratique, de l'expérience. Et donc, je vais parler de tout ça samedi en ligne. On va se poser tranquille. On va faire la conférence. Je vais présenter tous les thèmes et après, il va y avoir des séances de questions-réponses. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous pour faire le suivi. Vous allez poser vos questions, je vais y répondre dans la mesure du possible en droit, en temps réel, factuellement. Donc, voilà. Donc,
allez vous inscrire. C'est ce samedi. Vous pouvez vous inscrire même jusqu'à samedi matin. Il n'y a pas de problème. Comme c'est en ligne, il n'y a pas de problème. Vous aurez plus de précision quand vous serez inscrit. Alors. Donc voilà. Allez vous inscrire, je vous attends nombreuses, même nombreux. Les hommes aussi, vous pouvez vous inscrire, hein, d'accord? Ça vous permettra peut-être d'avoir des infos pour accompagner vos épouses, vos cousines, vos sœurs, vos tantes, etc., vos filles. Parce qu'il y en a beaucoup dont les filles les rejoignent, mais qui ne savent pas que les droits sont dissociés, surtout quand les filles sont majeures, etc. Il y a des subtilités. Donc, on en parle lors de cette conférence débat en ligne que je vais animer naturellement. Donc, inscrivez-vous, il y a de la place. Inscrivez-vous. On fera ça sur Zoom, ok? Et puis, de toute façon, en ligne, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Il y a des dossiers que je suis en ce moment, donc il y a du suivi. C'est privé, c'est payant. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de surprise, d'accord? Voilà. Et donc, on va attaquer. Donc, j'espère que tout le monde va bien. On va attaquer notre thème d'aujourd'hui. De toute façon, on reste sur la même thématique, droit des étrangers. Ce qu'on appelle communément les clatas, machin, tout ça. Donc, on en parle parce que même si ça reste du droit, bon, je suis pas complètement déconnecté non plus. Hein. Voilà, donc on va parler. Et aujourd'hui, j'ai dit que c'était du lourd parce qu'aujourd'hui, c'est une ordonnance. Parce que c'est ça, hein. Du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État, il ordonne, hein, il ordonne, c'est même plus fort que l'injonction. Et j'aime bien, de toute façon, j'aime bien la littérature en général, donc c'est pour ça que j'aime analyser ces décisions, c'est pour ça que je ne viens pas parler des cas que je suis en privé, parce que je trouve que les décisions sont plus pertinentes, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, d'accord? On avait déjà analysé plusieurs fois les jugements des tribunaux administratifs, on a analysé les arrêts de la Cour administrative d'appel et aujourd'hui, c'est un arrêt aussi, mais c'est plus une ordonnance du Conseil d'État, d'accord, qu'on va analyser. Et donc, je le rappelle, le Conseil d'État, de toute façon, c'est le summum de la juridiction administrative en France, d'accord? Donc, vous avez toutes les décisions qui sont rendues. Après, en première instance, on va au niveau du tribunal administratif parce que c'est la première juridiction administrative. Ensuite, on a les cours administratives d'appel, ok? Donc, les cours administratives d'appel ont été créés justement pour aider un peu à désengorger le Conseil d'État, d'accord? Parce qu'au-dessus des cours administratifs d'appel, on a le Conseil d'État. On dit que la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, j'aime bien planter le décor, faire un petit rappel à chaque fois que je fais un live pour que les gens qui nous suivent, qui prennent le live en cours de route, se retrouvent et ne soient pas complètement paumés et perdus par rapport à ce que je dis, d'accord? Donc, voilà. Alors, donc, je vous ai dit, tous les recours qui ne satisfont pas les requérants peuvent être portés devant les cours administratifs d'appel. Donc, c'est ce qu'on dit, on peut interjeter appel des jugements du tribunal administratif ou on peut relever appel devant la cour administrative d'appel qui porte bien son nom, d'accord? Sauf, bon, les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales qui sont de la compétence du Conseil d'État ou les litiges qui concernent les recours en appréciation de légalité. Là, pour le coup, ce sont des cours, parce que je fais aussi des cours de droit pour des étudiants en droit. Donc, je fais des accompagnements de comment faire une fiche d'arrêt. Donc, comme cette décision que nous allons analyser, c'est une décision du 17 septembre, à peine un mois, d'accord? Donc, j'accompagne les étudiants à faire les fiches d'arrêt parce que je le présente ici, je ne respecte pas forcément la procédure, mais en droit, il y a une procédure à respecter. Quand on fait une fiche d'arrêt, il y a 7 étapes à respecter, mais ça, c'est pour les étudiants que j'accompagne. Ou même pour la soutenance, pour la rédaction, pour la correction, la relecture, la préparation à la soutenance orale. Comment on fait sa soutenance? Aujourd'hui, j'ai préféré, j'ai décidé de rester debout justement parce que il y a des postures à avoir. Bon, là, je suis dans mon bureau. Normalement, je suis dos à la fenêtre, mais là, j'ai préféré
pousser ma petite chaise, me mettre comme ça sur le côté pour avoir la liberté de mouvement et parler. Mais pour les soutenants, c'est justement, il faut se préparer. Il y a un canevas à faire, il y a des postures, il y a des langages, comment préparer pour être à l'aise et tout. Donc, je fais l'accompagnement des étudiants en droit, d'accord? Et donc, ces parties-là, des recours en appréciation de légalité, etc. Non, ça, c'est vraiment réservé aux étudiants en droit ou alors des adultes qui préparent des concours. Parce que ça arrive, hein, quand vous préparez des concours administratifs, etc. Des fois, il y a des petites bases juridiques qu'il faut revoir, des quelques grands arrêts. Hein, par exemple, les arrêts Morsan-sur-Orge de 95. De cet arrêt est sortie la notion de la dignité de la personne humaine. On appelle ça un arrêt du lancer des nains, etc. Donc, il y a des petites choses. Quand vous êtes étudiant en droit ou quand vous êtes un adulte qui préparait un concours administratif, il y a des petites subtilités comme ça. Et puis, je suis passée par là, donc je sais exactement de quoi je parle, d'accord? Donc, voilà, je fais cet accompagnement-là. Et donc, il y a des termes que je n'utilise pas ici. Comme je l'ai annoncé, le but, c'est de rendre le droit accessible. Donc, accessible avec un langage que tout le monde peut à peu près comprendre. Donc, c'est pour cette raison que j'utilise des synonymes, des équivalents, et puis j'essaie d'expliquer dans la mesure du possible. Je suis bien consciente du fait que certaines notions ne peuvent être définies, d'accord? Mais je le dis, et puis j'essaie d'expliquer, prendre des exemples pour que tout le monde puisse comprendre, d'accord? Donc voilà, alors, juste pour refermer la parenthèse sur le cours administratif d'appel, parce que une décision, justement, cette ordonnance du Conseil d'État, elle porte sur un arrêt de la cour administrative d'appel. Donc, en ce moment, il existe 9 cours administratifs d'appel en France, d'accord? Je vais vous donner la répartition, ça permet de savoir parce que ces cours administratifs d'appel ont juridiction sur des tribunaux administratifs, donc selon une répartition qui n'est pas forcément géographique, ok? Donc, par exemple, je vous donne les cours selon leur année de création. Donc, c'est par ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente. D'accord? Alors, on a la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui est compétente pour tous les jugements rendus par les tribunaux, déjà par le tribunal administratif de Bordeaux, région Aquitaine, et par les départements et territoires d'outre-mer, ou alors les collectivités d'outre-mer. C'est comme vous voulez, dom-tom ou comme. Toutes les décisions qui sont rendues, par exemple, dans les Antilles, lorsque les personnes veulent interjeter appel, en tout cas, si c'est un jugement du tribunal administratif, je sais pas, de la Martinique, ben, ce sera devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Comme je l'ai dit, c'était pas forcément géographique. Ensuite, on a la cour administrative d'appel de Douai. C'est dans le nord. Donc, elle est compétente pour tous les jugements, toutes les décisions rendues par les tribunaux administratifs d'Amiens, de Lille et de Rouen. Enfin, un petit cercle nord pour la carte de la France. Hein? Rouen, Amiens, Nord. Voilà. Ensuite, on a la cour administrative d'appel de Lyon qui a compétence sur les tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, de Dijon, de Grenoble et de Lyon. Région Rhône-Alpes, enfin, voilà. On descend un peu. Ensuite, la cour administrative de Marseille. La cour administrative d'appel de Marseille, c'est l'une des plus grandes et c'est celle qui rend beaucoup de décisions. On a analysé ici, peut-être même 5 ou 6 d'affilée. Hein. Toutes ces décisions, ces jugements, ces arrêts relèvent de la cour administrative d'appel de Marseille parce que elle a compétence sur les tribunaux administratifs de Bastia, de Marseille, de Nice et de Toulon, donc la région PACA dans le sud. D'accord? Voilà. Ensuite, la cour administrative d'appel de Nancy, qui est compétente pour tous les jugements rendus par les tribunaux administratifs de Besançon, de Châlons-en-Champagne, de Nancy et de Strasbourg. Ça, c'est un peu vers l'est, parce que je suis comme ça, hein, donc c'est un peu vers l'est. L'est, hop, Nancy. Ça reste des régions géographiquement proches. On a la cour administrative d'appel de Nantes, donc qui est compétente pour les tribunaux administratifs de Caen, de Nantes et de Rennes. Donc là, on est plus
Loire-Atlantique, Bretagne, un tout petit peu, hein, mélangé. Pas de débat ici sur la page, hein. Nantes, Bretagne ou pas Bretagne ou Loire. Ensuite, la Cour administrative d'appel de Paris, qui a compétence sur les tribunaux administratifs de Melun, de la Nouvelle-Calédonie, de Paris, parce que Paris, c'est à la fois une région et un département. C'est sa particularité administrative. Et ça, on le voit en cours de droit administratif, hein. Montreuil, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna. Je l'ai dit, c'est pas forcément géographique. Ça, c'est la compétence de la Cour administrative d'appel de Paris. Ensuite, on a la Cour administrative d'appel de Toulouse, qui a compétence sur les tribunaux administratifs de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse. Et enfin, la dernière, c'est la plus récente, hein, c'est la Cour administrative d'appel de Versailles, qui a compétence sur les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, d'Orléans et de Versailles. Orléans, c'est dans le centre, hein, mais c'est rattaché un peu à Versailles et tout ça. Donc, je pense que ça aussi, c'est pour désengorger la Cour administrative d'appel de Paris. Hein, parce que déjà, elle a compétence sur Melun, la Nouvelle-Calédonie, Montreuil, la Polynésie française, Wallis et Futuna. Je pense que c'est important quand même de délocaliser un tout petit peu, de dépayser ces choses vers Cergy-Pontoise, Orléans, Versailles. Ça regroupe un peu, voilà, tout ce côté-là. Donc, voilà pour les cours administratifs d'appel. Et maintenant, on va attaquer notre ordonnance. J'aime trop ce mot d'aujourd'hui. Donc, bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va attaquer l'analyse de la... pas de l'arrêt, de l'ordonnance du Conseil d'État. Conseil d'État, Palais Royal, j'ai déjà visité. La salle du contentieux, c'est impressionnant le Conseil d'État. Hein. J'ai déjà assisté à un procès, pas un délibéré, mais oui, j'ai déjà assisté. Donc, j'aime bien, parce que c'est ma passion. Voilà pour la petite présentation. Alors, donc, de quoi s'agit-il? Et déjà, avant d'attaquer la décision, je tiens à prévenir ceux qui assistent au live, parce qu'il y a du monde. Voilà, donc bon, connectez-vous, partagez, et dès que vous vous connectez, vous partagez parce que ça peut servir. Donc, je tiens juste à vous mettre en garde. Sur la page, ce que je fais, c'est une analyse juridique. Donc, vos... comment dire ça? Vos fanatismes religieux, politiques, vous les gardez pour vous. Parce que tout ce que vous écrivez sur ma page va être retenu contre vous devant le tribunal. Vous mettez quelque chose qui relève du domaine du harcèlement, de la haine. Je fais une capture, je vais au commissariat, je porte plainte contre vous. Moi, je vous le dis tout de suite. Donc, sur ma page, on ne rigole pas, on ne plaisante pas. Donc, vos avis, vos convictions, vos fanatismes, vous les gardez pour vous. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez de ma page. Moi, je fais pas le buzz, je cherche pas le buzz, je cours pas après le buzz, ok? Je veux des abonnés de qualité. Et les gens qui viennent sur la page, ce sont des gens qui sont dans le besoin, qui cherchent de l'information, la vraie, ok? C'est pas puiser quelque part, machin, c'est une décision du Conseil d'État. Vous avez toutes les références pour ceux que ça intéresse, je vous donne la référence Conseil d'État. Tac, 17 septembre 2024, donc c'est factuel, c'est en ligne, c'est public, ok? C'est authentifié. Donc, je l'analyse parce que ça représente des cas qui se passent aujourd'hui en France. Donc, je le répète, vos fanatismes religieux, politiques, votre haine et tout, vous le gardez pour vous, retournez dans les jupons de vos mères ou vous dégagez de ma page parce que je ne rigole pas. Autant je parle de droit, autant je ne vous loupe pas. Ok? Maintenant que c'est dit à bon entendeur, vous écrivez, je fais une capture au commissariat. Directement, je rigole même pas. Et puis, je vous retrouve. Ouais, j'ai une certification Internet. Donc, je referme la parenthèse parce qu'il faut bien planter le décor. Sur Internet, il y a beaucoup de vagabonds d'errants qui viennent emmerder les gens, surtout quand c'est des femmes qui parlent des choses sérieuses et tout. Moi, je suis pas ce genre de femme qu'on emmerde. D'accord? Donc, vous êtes prévenus. Maintenant, passons à cette ordonnance qu'on va analyser. Donc, ici, il s'agit d'un monsieur
d'accord, qui a saisi le juge des référés du Conseil d'État en formation collégiale, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout seul, c'était un ensemble de juges. Donc c'est un monsieur qui les a saisis et qui leur a demandé de suspendre l'exécution d'un arrêté pris par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc là, on parle avant le nouveau gouvernement Barnier, parce que la décision date du 17 septembre. C'était avant ce nouveau gouvernement. Donc, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. D'accord? Donc, il demande qu'on suspende l'exécution de l'arrêté et qu'on annule la décision de rejet de la Cour administrative d'appel de Paris. Donc, je vais vous rappeler les faits. De quoi s'agit-il? En août 2004, non, 2024, pardon. Ouh là là, je suis nostalgique. Il y a 20 ans. J'étais à peine à l'université. Hein, donc, voilà. Donc, en août 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a prononcé l'expulsion du territoire français en urgence absolue. Et c'est en ça que cette décision elle est différente de celle qu'on a eu à analyser jusque-là. Donc, le ministre de l'Intérieur, en août 2024, a pris un arrêté d'expulsion en urgence absolue. Là, on retrouve bien des termes médicaux. Hein. C'est comme s'il y avait une vie en jeu, il y avait danger de mort, en gros. Donc, l'expulsion du territoire français en urgence absolue d'un monsieur de nationalité nigérienne. D'accord? Et dans ce même arrêté, le ministre de l'Intérieur lui a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait. Et l'arrêté lui a été notifié au courant du mois d'août. Et le jour même où ce monsieur de nationalité nigérienne a reçu l'arrêté d'expulsion en urgence absolue et du retrait de son titre de séjour, il a saisi le juge des référés au tribunal administratif de Paris. Parce que le référé, c'est une mesure d'urgence dans la procédure administrative contentieuse. Bon, j'en avais déjà un peu parlé ici, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui sont dans le domaine du droit, voilà, qui veulent faire une petite remise à niveau, etc. Ou les étudiants, ça, on en parle à l'académie, à l'Institut Panavik Learning School. Voilà, donc, quand il a saisi le juge, il avait deux demandes. Qu'on annule l'arrêté, donc qu'il expulse de façon absolue, en urgence, et qu'on lui remette un titre de séjour. Et le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Donc, le tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté d'expulsion en urgence absolue et de retrait du titre de séjour. Et maintenant, il vient devant le Conseil d'État pour demander à ce que cet arrêt de la Cour administrative d'appel soit annulé et que, enfin, soit rejeté aussi, la décision soit cassée, voilà, et que l'arrêté soit annulé, retiré, abrogé. Ce sont les mêmes termes, comme je vous l'ai dit, j'utilise des équivalents qui ne sont pas juridiquement les mots appropriés, mais c'est juste pour la compréhension du texte que je suis en train d'expliquer. D'accord? Et tout au long de la décision, le Conseil d'État avance des arguments, donc montre les raisons pour lesquelles sa décision ou sa saisine est urgente, les raisons pour lesquelles sa démarche est urgente. Et donc, le Conseil d'État indique, je lis, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit le cas échéant, prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Donc, le Conseil d'État précise bien que le fait même
qu'on expulse un étranger du territoire français justifie que sa situation soit examinée en urgence devant le tribunal parce que c'est prévu par le Code de justice administrative qui est là, en son article L521-2, que saisie d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, qui agit au nom de l'État, aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. Voilà, c'est son pouvoir ici qu'il exerce. Une atteinte grave et manifestement illégale. Donc, le Code de justice administrative prévoit que lorsqu'une décision porte une atteinte à une liberté fondamentale, les libertés fondamentales qui sont garanties par la Constitution. J'ai déjà parlé de la Constitution, mais ça fait plus d'un an déjà quand j'ai commencé à faire les vidéos sur la page. Mais je pense que je vais revenir dessus aussi pour analyser un peu la Constitution. On va en parler. Et donc, pour le coup, c'est justifié. Parce que si c'est pas urgent, le juge peut rejeter la demande, juste pour vice de procédure, d'accord? Parce que c'est pas caractérisé. Il n'y a pas d'urgence. Mais là, le juge, il dit bien qu'il y a une urgence parce qu'on expulse de façon absolue et urgente et qu'on retire le titre de séjour. Donc, la condition d'urgence, elle est remplie pour que la décision passe en référé, d'accord? Et donc, je poursuis l'argument du Conseil d'État. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision sur le fondement de l'article L521-2 du Code de justice administrative d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale qui constitue en particulier le droit de mener une vie familiale. Donc, le Conseil d'État continue en disant que c'est au juge de décider si cette mesure, la décision d'expulsion en urgence absolue, a des conséquences sur la vie de cette personne. Et en faisant ça, il faut aussi regarder si le but de l'arrêté, c'était de préserver la sûreté de l'État ou la sécurité publique. Là, on rentre dans le cadre de l'ordre public que j'avais défini ici et qui englobe ces notions. L'ordre public est défini par des notions de sécurité publique, de salubrité, de bon ordre. Et tout ça, c'est dans le code, l'article 2222-12 ou 2 du Code général des collectivités territoriales. Donc, ça découle de cette mission de la police municipale. Et aujourd'hui, la notion d'ordre public, ça recouvre ces notions-là, d'accord? Et j'en avais déjà parlé ici, mais c'était juste une petite parenthèse pour la compréhension de l'argument du Conseil d'État. Et donc, la condition d'illégalité manifeste de la décision contestée au regard de ce droit ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée au but en vue desquels la mesure contestée a été prise. Donc, par rapport à ce que le juge a cité dans la décision, donc relative à dans l'article relatif à la liberté fondamentale, il dit que de toute façon, une décision peut être illégale par rapport à ce droit si cette décision-là, elle nuit gravement à la liberté de la personne par rapport au but visé. Là, c'est une expulsion en urgence absolue. Est-ce que ça nuit vraiment à la vie de la personne concernée, oui ou non? Donc, je l'avais déjà dit, mais devant le Conseil d'État, pour le coup, le Conseil d'État intervient en tant que juge de cassation. Donc, ce n'est que le droit qui est appliqué, même si la formation collégiale permet quand même d'analyser tous les aspects de la décision, d'accord? Mais pour le coup, on reprend vraiment point par point. Tout ce qui est contesté dans l'arrêté du ministre et le Conseil d'État répond point par point au requérant, donc à ce monsieur qui conteste l'arrêté d'expulsion en urgence absolue et du retrait du titre de séjour. D'accord? Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà en gros ce que ça veut dire. C'est ça le résumé. Et le Conseil d'État continue. Donc, ce monsieur d'origine nigérienne, il réside en France depuis plus de 30 ans.
enfin depuis plus de 20 ans, pardon, depuis plus de 20 ans. Il est en France depuis plus de 20 ans. Là, vous remarquez qu'on dit qu'il réside, hein, qu'il n'habite pas, qu'il ne demeure pas. C'est les verbes, les mots ont leur sens dans les décisions, dans les arrêts, dans les ordonnances, dans les jugements, etc. Les mots ont leur importance. Donc la Cour, enfin le Conseil d'État précise que ce monsieur, il réside en France depuis plus de 20 ans. Et les motifs qui justifient son expulsion résident sur les réseaux sociaux. Petite pause quand même, il faut que je me désaltère. Donc, pourquoi ce monsieur il a été expulsé en urgence absolue? C'est par rapport aux propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, sur sa page personnelle, son profil personnel, et par rapport à des vidéos qu'il a fait suivre, qu'il a partagées, qu'il a republiées, par rapport à des pages qu'il a likées, etc. Donc, vous voyez que tout ce qu'on fait sur Internet peut avoir des suites judiciaires. Donc, j'avance dans l'analyse. Le Conseil d'État indique que pour prononcer en application des dispositions de l'article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, qui est là, parce que bon, je l'avais déjà montré plusieurs fois, hein, mais bon. Tout le monde n'est pas forcément abonné à la page. Donc, c'est ça, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc, c'est ce document qui recense tous les droits liés aux étrangers en France. Hein? Vous voyez, hein, tellement de... Bah, c'est la Bible du juriste, hein, quand on traite le droit des étrangers. Il y a tellement de choses, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut avoir ça avec soi. Donc, hein, pour prononcer en application des dispositions de l'article L631-3 du code voilà, du CESEDA, l'expulsion de monsieur machin qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans, alors même que dans sa séance du 31 mai 2024, la commission départementale d'expulsion de la Gironde avait donné un avis défavorable à cette mesure. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'est principalement fondé sur la teneur et l'incidence des propos ou prises de position tenues ou relayées par monsieur machin sur les réseaux sociaux. Donc, je reprends. Voilà les raisons qui ont poussé le ministre de l'Intérieur à expulser ce monsieur en urgence absolue et à lui retirer un titre de séjour. En fait, c'est un imam qui a été expulsé. Et donc, le ministre, il s'est basé principalement sur la teneur et l'incidence des propos ou prises de position tenues ou relayées par monsieur machin sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Vous qui croyez que sur Internet, on peut tout dire, on peut dire tout et n'importe quoi, faire tout et n'importe quoi, Internet n'oublie rien. C'est les propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux qui ont justifié son expulsion et le retrait de son titre de séjour. Donc, je continue la lecture. C'est très important que je lise parce que tout réside dans l'argumentaire du Conseil d'État. Il n'y a même pas besoin d'expliquer. Dès qu'on lit, on comprend. C'est long, mais je vais prendre, parce qu'il y a 10 arguments, hein, mais je vais prendre le temps quand même de lire pour qu'on comprenne bien pourquoi ce monsieur a été expulsé, mais en urgence absolue. C'est des cas rares. Parce que déjà, quand il réside depuis plus de 20 ans, pour l'expulser, il faut d'abord saisir une commission départementale d'expulsion. Ça existe, c'est une commission. Donc, qui entend le ministre, les arguments, etc. Et puis qui donne son avis sur l'expulsion. Avis favorable ou défavorable. Bon, le ministre, il n'est pas obligé de suivre l'avis, hein, mais on n'expulse pas quelqu'un qui est en France, un étranger qui est en France depuis plus de 20 ans, comme ça. Il y a une commission, on analyse d'abord la situation, etc. Et donc, la procédure a quand même été respectée. Hein. Donc, je relis parce que c'est très important. Voilà. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'est principalement fondé sur la teneur et l'incidence des propos
aux prises de position tenues ou relayées. C'est-à-dire que c'est lui-même qui tient le discours ou alors il fait suivre, il partage, il like, toutes ces choses-là. On en tient compte. Sur les réseaux sociaux par lesquels l'intéressé aurait, on met bien la phrase au conditionnel, hein, le verbe, accuser les autorités publiques françaises de pratiquer une, je cite, entre guillemets, islamophobie d'État. Aurait critiqué de manière virulente l'action de la France au Sahel et notamment au Niger, pays dont monsieur machin est ressortissant, aurait justifié des actes terreau. Stop, parce que je n'ai pas envie que le live soit bloqué. Moi, je fais que la lecture d'une décision de justice, mais je ne veux pas que les robots pensent que je suis en train de machin, qu'on coupe mon live. Aurait justifié des actes et aurait provoqué à la discrimination ou à la haine envers les pays occidentaux, l'État d'Israël, ainsi que l'ensemble des personnes de religion juive. Le ministre s'est fondé sur le fait que les propos ou prises de position de monsieur Machin, lequel bénéficie d'une large audience eu égard à son utilisation intensive des réseaux sociaux et aux responsabilités qu'il exerce en sa qualité de président de la mosquée machin de Pessac à Bordeaux, de l'association machin, parce qu'il est président de 3 associations et puis d'une mosquée, etc. Je m'en fous, je cite pas ça, ça m'intéresse pas, mais c'est cette partie-là, hein, la première partie, c'est intéressant pour notre analyse, qui revêtait une gravité particulière depuis l'attaque perpétrée voilà, en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023, était de nature à inciter à la radicalisation et la commission d'actes antisémites. Donc, en gros, sur Internet, ce monsieur, qui est imam, qui est président de 3 associations, il tient des propos, il relaie des vidéos, etc., des messages, il like des vidéos dans lesquelles on critique l'action de l'État français au Sahel, mais de façon virulente. C'est important, hein, le choix des mots. C'est pas juste parce qu'il s'est exprimé sur Internet ou voilà, il a exprimé une opinion. Hein, on est d'accord. Hein, c'est de façon virulente. C'est important le choix des mots. Donc de façon virulente, etc. Et comme il est imam, il préside une mosquée, il a beaucoup d'abonnés. Et donc, ses propos ont beaucoup d'incidence sur les gens. Et ça peut être regardé comme une incitation à la haine, à commettre des actes, etc. Donc, voilà les arguments que le ministre de l'Intérieur a pris pour justifier cet arrêté d'expulsion en urgence absolue et de retrait de titre de séjour. Être sur les réseaux sociaux, c'est bien. Avoir des opinions, c'est bien tant que ça participe au débat public, à la pluralité des débats, ça ne pose pas de problème. Mais là, pour le coup, il y a des adjectifs qui sont utilisés et qui sortent de l'ordinaire. On dépasse le niveau du débat public, du débat voilà, de l'intérêt général, etc. Donc, c'est ce qui justifie la décision du ministre de l'Intérieur. Et donc, le Conseil d'État rappelle ces arguments parce que il faut aller point par point pour analyser la décision et donner la réponse à la fin. Est-ce qu'on affirme ou on confirme les décisions? Ok. Voilà. Donc, c'est parti. Et maintenant, le Conseil d'État qui dit, donc, il y a une instruction qui est faite du dossier. C'est-à-dire qu'on fait des enquêtes. On va chercher derrière les pseudos, on identifie qui a ce pseudo-là. On va voir qui est-ce. On voit les publications sur la page. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, vous qui mettez les commentaires à la con, je fais les captures parce qu'on vous retrouve. Il n'y a pas d'anonymat, hein, contrairement à ce que les gens croient sur Internet. Même avec un pseudo, on vous retrouve. Donc, à mon avis, il doit avoir un pseudo. Et il publie des choses. Donc, on a fait une enquête parce que il y a une commission rogatoire hein, qui peut être délivrée par le juge pour obliger Facebook, Instagram, TikTok. Bon, sur YouTube, il y a plus de modération. Mais c'est surtout sur TikTok, sur Facebook ou sur Instagram. Hein.
avec une commission rogatoire, on donne votre identité, l'adresse IP de l'ordinateur utilisé et une copie de toutes les publications sur la page. Et donc, c'est ça. Pendant la période d'instruction, on a fait une enquête. Et donc, il résulte de l'instruction, donc de cette enquête-là, que monsieur Machin, voilà, au lendemain des attaques du 7 octobre 2023, et dans les jours qui ont suivi, vous voyez, ça fait 1 an hein, qu'il a fait les publications, peut-être même qu'il les a supprimées, mais rien ne disparaît totalement d'Internet. Et dans les jours qui ont suivi, a diffusé sur Facebook, sur son compte personnel et sur celui de l'association, voilà, des messages légitimant ses actes. Là, on est dans le droit, hein. Il n'y a pas à discuter, à machin et tout. C'était sur son compte Facebook, donc peut-être avec un pseudo, machin chouette, bidule, son compte personnel. On l'a identifié avec l'adresse IP, je vous le dis. Hein. Et au nom de l'association, c'est-à-dire que sur 3 comptes, il relaie les mêmes messages, il tient le même discours, les mêmes propos. Et donc, on a réussi à identifier tout ça, on a relié ça à ce monsieur machin. Bon, après, il a relayé d'autres messages et tout. Après, le reste, là, bon, c'est pas très important pour moi ici. Donc, on cite tout ce qu'il a posé comme acte sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur sa page personnelle, son compte personnel, sur la page Facebook de l'association qui préside, voilà, sur Facebook. Il a relayé, c'est-à-dire qu'il fait suivre, il like, il commente, etc. sur Internet. Vous voyez, c'est que des publications sur Internet hein, qui lui ont valu cette expulsion en urgence absolue et le retrait du titre de séjour. Donc, pensez-y avant de faire le con sur Internet. Bon. Donc, on continue. Tac, 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 tac. Voilà. On a cité tout ça. On dit, monsieur machin doit être regardé comme ne s'étant pas borné, ainsi que le soutien à exprimer des prises de position à caractère politique, mais comme ayant explicitement et délibérément fait l'apologie de ces actes. Vous voyez, comme je l'ai dit sur Internet, on peut participer au débat. C'est ce que je fais ici sur ma page, même si je bloque souvent par rapport aux termes, aux propos. Le débat, il peut être contradictoire, c'est la démocratie, il n'y a pas de problème. Il y a des sujets dont on peut discuter, on n'est pas obligé d'être d'accord, ok? Ça participe du débat, de la démocratie, etc. Par contre, quand ça va au-delà, qu'on soutient, on soutient une ligne éditoriale, qu'on relaie des messages, etc., qui incitent, parce que c'est ça qui incite à la haine, au harcèlement, au racisme, à toutes ces choses-là, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, etc. et tout. Là, on sort du cadre du débat public. Et lui, le monsieur machin là, lui, il soutient que c'était juste une prise de position politique, il participe au débat et tout. On dit que non, il ne se borne pas, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire que non, ça, je suis contre, par exemple, la haine en ligne, la haine envers telle personne en raison de leur religion, de leur origine, de leur couleur, de leur appartenance supposée au réel, comme le dit la loi, etc. Non, il s'est pas borné à faire ça. C'est que lui, c'est vraiment quelque chose à laquelle il adhère. Hein? On précise, c'est le choix des mots. Il faut bien voir le choix des mots ici. Hein. On dit explicitement et délibérément. C'est des adverbes. Hein? Explicitement, ça veut dire qu'il était au courant, il le sait. C'était pas à l'insu de son plein gré. C'était de manière consciente qu'il publiait ces choses, qu'il relayait, qu'il likait, qu'il commentait, qu'il faisait des vidéos. Parce que, étant président de 3 associations religieuses, imam, etc., il a beaucoup d'abonnés et il était bien conscient de son influence sur ces gens. Parce que malheureusement, il y a des gens comme ça hein, qui suivent des gens aussi, mais de façon bête, qui n'ont pas de matière grise, qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de recul. Donc, il savait pertinemment, de façon explicite et délibérée, c'est-à-dire que c'était volontaire, c'était conscient ce qu'il faisait, parce qu'il savait que si
Il a 1 million d'abonnés. Ce sont des gens, généralement les abonnés, ce sont des gens qui sont en adéquation avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait. Hein. Sauf, bon, les quelques rares qui regardent à la fenêtre, les quelques espions qui sont là, qui guettent un peu d'un œil et tout, oui. Mais généralement, quand on s'abonne à une page, c'est parce qu'on partage les idées de la page, de la personne qui tient la page et tout. Donc, on est bien conscient de l'influence qu'on peut avoir sur ses abonnés, sur la plupart, parce que la plupart ne réfléchissent pas, ne prennent pas de recul. Hein? Ils suivent bêtement. Heureusement pour moi, je suis pas une gourou. J'aime le débat, hein, mais le débat dans le respect. J'aime la divergence des points de vue, mais toujours dans le respect. Pour moi, il y a pas, sur ma page, il n'y a pas de place pour la haine. Hein. Il y a tout le monde, hein, quand vous regardez. Hein. Il y a tout sur ma page. Mais c'est la haine que je combats. Je n'aime pas la haine, c'est tout. Mais pour les débats, les gens peuvent avoir leurs opinions. Tant que ça discute dans le respect et la courtoisie, moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Moi, je suis une démocrate. Donc, c'est ce qu'on dit, qu'ils ne se contentent pas juste de regarder ou de participer ou de commenter. C'est-à-dire que c'est de façon volontaire et consciente qu'ils relaient ces informations, qu'ils publient ces choses, etc. Donc, ce sont là les arguments du ministre de l'Intérieur. Et donc, il continue. Ça, c'est le Conseil d'État, pardon, qui dit qu'il résulte également de l'instruction que les prises de position émanant de l'intéressé ou relayées par lui bénéficient d'une résonance particulière compte tenu de son activisme sur les réseaux sociaux et de l'autorité que lui confèrent ses responsabilités communautaires et associatives, hein, qu'on a cité ici dans cette ordonnance. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai 1 million d'abonnés aujourd'hui, que je sois présidente de 5 associations, hein, que je sois pasteur ou bishop, parce qu'aujourd'hui c'est ça, ou que je sois rabbin ou que je sois imam. Les gens, ils vont venir, il y en a beaucoup qui vont s'identifier à ma personne. Donc tout ce que je dis pour eux, c'est parole d'évangile. Hein. Il n'y en a aucun qui va remettre en cause mes propos, qui va prendre le temps d'aller regarder ou dans le Coran, ou dans la Bible, ou dans la Torah, de voir si ce que je dis, c'est vrai, c'est écrit comme ça ou non. Personne va... La plupart de ces gens, c'est des fanatiques qui ne réfléchissent pas. J'ai dit la plupart sont des fanatiques qui ne réfléchissent pas, qui vont boire les paroles comme ça, comme paroles d'évangile. Hein? Donc, c'est ce que le Conseil d'État dit ici. Il a une certaine autorité, surtout dans la religion. Il y a cette emprise-là sur les gens. Ils ne réfléchissent plus, il n'y a plus de cerveau. Il n'y a plus de cerveau. Et c'est ce que le Conseil d'État indique ici. Hein? Je relis parce que c'est très important. Il résulte également de l'instruction que les prises de position émanant de l'intéressé, ces prises de position, ou relayées par lui, que ce soit lui qu'il fasse ou qu'il publie, qu'il republie, qu'il commente, etc., ces prises de position ou relayées bénéficient d'une résonance particulière compte tenu de son activisme sur les réseaux sociaux et de l'autorité que lui confèrent ses responsabilités communautaires et associatives. En gros, c'est ça. Et surtout dans les communautés, ce qu'on appelle les communautés et tout, quelqu'un qui a des responsabilités religieuses a beaucoup d'influence morale. C'est comme une sorte de gourou, c'est comme une secte. Les gens, ils suivent aveuglément, bêtement. Personne ne remet en cause cette autorité. Et donc, on sait très bien, quand on a une telle influence, que quand on dit « Ah », tout le monde va dire « Ah », tout le monde va suivre. On est conscient de l'influence que cela peut avoir. Donc, le Conseil d'État explique que par rapport aux recherches qui ont été menées, ses propos ont beaucoup d'influence sur sa communauté, sur les abonnés qui le suivent. Parce qu'il est activiste sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il est tout le temps présent, qu'il publie, qu'il relaie, etc. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, il ne peut pas ignorer qu'en disant de telles choses, ou en postant, en republiant, en likant, en commentant, ça va avoir de l'influence sur les gens qui le suivent. On est d'accord? C'est ce que le Conseil d'État est en train d'expliquer. Et elles sont susceptibles d'inciter au passage à l'acte des personnes prenant connaissance de tels messages sur lesquels M. Machin peut exercer son influence. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne le dit pas directement, tiens, par exemple, le dernier qui est là, Barbichette ou Jules ou Émilienne ou Maryse, lève-toi, va faire ci, va faire ça. Non, mais juste le fait
de parler, d'insister, parce que c'est ce qui se passe, hein. Quand même vous regardez l'autre là qui ressemble à rien, le haineux, l'autre facho là. C'est comme ça, c'est sa politique, hein. Répéter les mêmes choses, marteler, insister, hein. Et puis ça rentre dans la tête de ces gens qui les suivent bêtement. Il n'y a pas besoin d'indiquer directement comme ça, tiens, lève-toi, va faire ci, va faire ça. Non, c'est juste incitatif. À force de publier le même message, de relayer les mêmes vidéos, de commenter les mêmes choses et tout, donc forcément ces gens-là, ils vont se dire, bah oui, lui, comme c'est l'imam, c'est le rabbin, c'est le pasteur, c'est le bishop, c'est le machin chouette et tout, il le dit, donc forcément c'est vrai, c'est notre responsabilité. C'est comme ça qu'on fait le lavage de cerveau aux gens. Et c'est ce que le Conseil d'État est en train de préciser ici. Et par suite, et en l'état de l'instruction, dans un contexte marqué particulièrement depuis la résurgence du conflit israélo-palestinien consécutive aux attaques du 7 octobre 2023, notamment en France et en Europe occidentale, par l'augmentation des actes dirigés contre la communauté juive, ces lieux de culte et leurs fidèles et plus généralement contre l'ensemble des personnes se reconnaissant dans le judaïsme, ainsi que par le caractère particulièrement prégnant de la menace terrestre. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en regardant le comportement de monsieur Machin comme étant de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des groupes de personnes au sens de l'article L631-3 du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application de cette disposition. Donc, en gros, on a énuméré toutes ces choses, ces activités communautaires, le fait qu'il dirige 3 associations religieuses, qu'il soit imam, etc. Donc, il a de l'influence sur les gens. Hein. Donc, ça veut dire que quand il parle de quelque chose volontairement, il va avoir quelques gens dans sa communauté, dans ses abonnés, etc., il va avoir quelques gens qui vont suivre ces choses à la lettre. Hein. Et vu le contexte actuel, avec tout ce qui se passe, etc. et tout, son comportement est susceptible de provoquer à la discrimination, à la haine et à la violence envers des groupes de personnes. Et ça, c'est la loi qui le dit. La loi dit que lorsqu'on tient des propos, par tout acte qu'on fait, qui est susceptible d'inciter justement à ces 3 mots-là, hein, 10, machin, haine et violence, envers des groupes de personnes identifiées comme telles, ça, c'est passible d'une peine. On peut sanctionner ça. La loi, c'est la loi qui le dit. Et donc, que le ministre n'a pas, a fait une exacte application de la loi. Parce que c'est ce que la loi dit. Quand tu tiens tel propos tout le temps envers un groupe de personnes, c'est-à-dire que involontairement, inconsciemment, tu pousses les gens à agresser ces personnes. Et c'est ce qu'il fait par rapport à ses propos qu'il tient, aux vidéos qu'il relaie, aux pages qu'il aime, qu'il like, qu'il commente, etc. C'est un comportement, ce sont des faisceaux d'indices qui caractérisent cette provocation à la discrimination, à la haine et puis à la violence envers un groupe de personnes. En fait, c'est ça le problème. C'est ce que le Conseil d'État est en train de dire ici, c'est que c'est dirigé contre une seule catégorie de personnes. C'est pas général. Comme lui, il le dit, qui participe au débat public, etc. Le Conseil d'État dit non. Parce qu'on a regardé toute la liste, on a vu l'historique de cette publication, des vidéos qui relaient, c'est-à-dire ici, bah, c'est du soutenu, non, qui republie, qu'il partage, qu'il commente, qu'il like, qu'il met en favori. Et donc, il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs retenus par le ministre au soutien de son arrêté, qu'un tel comportement est susceptible de fonder l'expulsion de Monsieur C du territoire français en vertu de ces mêmes dispositions. Voilà, le Conseil d'État est clair, ça juge le droit. Prends l'article qui énumère ces choses, on regarde par rapport à son comportement. Il publie telle vidéo aussi, il a publié ça 10 fois. C'est qu'il fait exprès. C'est pas un hasard. C'est pas juste, je fais suivre quelque chose que je n'ai pas suivi jusqu'au bout. Je sais ce que je fais. C'est ce que le Conseil d'État lui dit. Et que le ministre a eu raison de citer toutes ces choses. C'est-à-dire que on a accumulé les preuves
C'est pas juste une vidéo. C'est pas juste une prise de position. C'est pas juste un like. C'est pas juste un commentaire. C'est pas juste un partage. C'est une accumulation. C'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Il y en a tellement que ça constitue véritablement une ligne. Hein? C'est vraiment un comportement. Ça caractérise son comportement. Et c'est ce que le Conseil d'État dit. Parce que dans ses prétentions, c'est-à-dire ce qu'il demande au Conseil d'État, le monsieur machin, parce qu'il en a beaucoup hein, d'exigences. Hein. Il faut qu'on annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et qu'on suspende l'arrêté d'expulsion. C'est ce qu'il a demandé. Et donc, il a avancé comme argument que c'est une urgence parce que ça porte atteinte à sa vie, à sa situation et à ses libertés fondamentales, donc à ses droits et libertés fondamentaux, masculins, féminins, on accorde en fonction du masculin. Petite précision. Que ça porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés, notamment, il cite le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté d'expression. Vous voyez que cet arrêté d'expulsion en urgence absolue porte atteinte à tous ces droits-là. Donc, notamment, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, hein, qu'on résume couramment par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale. Donc, lui, c'est tout ça qu'il évoque. Et que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, que ces comportements sont de nature. Ces comportements sont de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou sont liés à des activités à caractère terreau, voilà, ou constituent des actes de provocation explicites et délibérés. C'est vraiment le choix des mots, c'est ce que je vous ai dit ici, le choix des mots, etc. La discrimination et une violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, que cet arrêté porte atteinte disproportionnée aux droits aux libertés par rapport aux objectifs poursuivis, en ce sens qu'il réside en France depuis plus de 35 ans. Lui, il dit que ça fait plus de 35 ans qu'il est là. Le Conseil d'État dit que c'est depuis plus de 20 ans. Voilà. Chacun ses arguments. Il dit qu'il y a établi, en tout cas en France, des liens personnels stables, ce qui n'est pas le cas dans son pays d'origine, donc son pays de renvoi, le Niger, qu'il est atteint d'une affection qui nécessite un traitement médical qui n'est pas disponible au Niger, qu'il ne pourra plus présider la mosquée, hein, et que les propos et critiques qui lui sont reprochés constituent de simples contributions à des débats d'intérêt général. Donc, je vous laisse apprécier. Ça, c'est son argument. Et donc, le Conseil d'État lui répond point par point. On a parlé de ses propos. Donc, on a bien dit que par rapport à l'instruction, on est allé voir hein, que c'était pas juste voilà, des petites vidéos comme ça. C'est que il y a des vidéos relayées, partagées, etc., etc. Le Conseil d'État nous dit. Ensuite, le Conseil d'État dit que si M. Machin soutient pour contester la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, que l'arrêté litigieux porterait une atteinte excessive à son droit à la vie, en ce qu'il aurait pour effet de le priver de l'accès à des médicaments indispensables au traitement d'une affection dont il est atteint et dont l'interruption l'exposerait à un risque vital, il ne résulte de l'instruction ni que le traitement qu'il suit ferait par lui-même obstacle à l'exécution de la mesure litigieuse, ni qu'un tel traitement ne serait pas disponible au Niger, pays dont M. Machin est ressortissant. Donc, en gros, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Je viens de vous dire que il est malade, il est atteint d'une maladie chronique, et donc il suit un traitement en France que si on le renvoie au Niger, il pourrait plus suivre son traitement, et donc il risque de quick.
Et donc, le Conseil d'État dit que par rapport aux enquêtes qui ont été effectuées, rien ne prouve que si on le renvoie au Niger, il ne trouverait pas les médicaments là-bas ou qu'il va... Ensuite, si M. Machin soutient en outre que la mesure d'expulsion contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale, il résulte de l'instruction que celui-ci, qui n'a pas d'enfant, est marié à une ressortissante marocaine avec laquelle il se rend régulièrement au Niger où réside la famille de l'intéressé. Donc, comme je vous l'ai dit, dans ses prétentions, le monsieur Machin, il a dit que si on l'expulse de la France de façon absolue, ça va nuire à sa vie privée et familiale. Sauf que, par rapport aux enquêtes, il n'a pas d'enfant. Donc, il n'a pas de famille. Parce que c'est ça la famille. Hein. Ici, on entend famille au sens nucléaire du terme. Hein. Et que ici, par rapport à l'enquête, il est marié à une Marocaine. Et les parents, donc ses beaux-parents, sa belle-famille, habitent au Niger. Il va tout le temps au Niger, alors que lui, il a dit qu'il avait plus de lien là-bas au Niger. Le Conseil d'État dit non, parce que je pense que les gens ne le savent pas, mais quand vous voyagez à la police aux frontières, on vous met le cachet. Le passeport, il est scanné. Hein. Il est scanné, donc il y a les visas d'entrée, de sortie, il y a les cachets de la police aux frontières, donc on sait exactement où vous partez. Il y a les compagnies aériennes qui donnent aussi la liste des passagers à la police. Donc, on sait exactement où vous partez, où vous allez. Donc, ce qu'il a dit, ça a été vérifié, ça ne concorde pas avec ses affirmations. C'est ce que le Conseil d'État est en train de dire ici. Que la mesure ne peut, par suite, être regardée en l'état de l'instruction comme portant aux droits et libertés que le requérant invoque une atteinte manifestement disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise. Donc, en gros, le Conseil d'État soutient le ministre de l'Intérieur et soutient la Cour administrative d'appel, enfin le tribunal administratif plutôt, dans leur décision. Donc, la décision de l'expulser en urgence absolue et de lui retirer le titre de séjour. Et enfin, le Conseil d'État, juste avant d'arriver à la conclusion, il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 du Code de justice administrative. Monsieur C, monsieur Machin, n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de ces mêmes dispositions, a rejeté cette demande. Donc, en gros, c'est une petite pique quand même, hein, parce qu'il se plaint qu'il est trop malade, que s'il rentre au Niger, il va parce qu'il n'y a pas le traitement dont il bénéficie en France, etc., qu'il n'a pas de parents là-bas, que ça va nuire à sa vie de famille et tout. Donc, il se plaint. Et puis, le Conseil d'État lui dit, oh, on se calme, on se détend. T'as pas d'enfant, donc t'as pas de famille. T'es marié, certes, mais une Marocaine. Ses parents sont au Niger, vous y allez tout le temps. Donc, de quelle vie de famille tu parles? Ça, c'est pour parler terre à terre, hein, d'accord? C'est ce que le Conseil d'État lui dit, grosso modo. Et donc, par rapport à tout ça, aux enquêtes, etc. et tout, que le juge a eu raison de confirmer l'arrêté d'expulsion. Donc, le Conseil d'État arrive à sa conclusion et j'aime beaucoup. Ordonne, je vous ai dit, hein, ordonne. Article 1er. La requête de M. Machin est rejetée. Article 2. La présente ordonnance du Conseil d'État, du juge des référés en formation collégiale. C'est un collège de juges des référés, hein, en urgence. La présente ordonnance sera notifiée à M. Machin et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Voilà, donc le Conseil d'État confirme l'ordonnance du tribunal administratif, parce que c'était en urgence, donc implicitement confirme l'arrêté d'expulsion en urgence absolue et le retrait du titre de séjour. Voilà pour cette analyse, fin de l'analyse de cette ordonnance du Conseil d'État. Donc, en gros,
voilà pour aujourd'hui. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je préfère rester debout pour le faire parce que c'est important, c'est très important. Ce sont des décisions rares, c'est exceptionnel quand il y a formation collégiale des juges en urgence au Conseil d'État. C'est-à-dire que la décision est d'une telle gravité qu'il ne faut pas qu'un seul juge, il en faut 2 ou 3 pour prendre la décision, pour que tous les points de droit soient analysés et examinés. Et dans cette procédure, quand le ministre a pris son arrêté d'expulsion, il a saisi la commission. Parce que dans chaque département, il y a une commission. Alors, comment ça s'appelle? C'est la commission départementale d'expulsion. C'est-à-dire, avant d'expulser quelqu'un, de toute façon, la loi le prévoit, on informe la personne et on la fait venir, elle va présenter ses arguments. Donc, on l'auditionne. Sauf si vraiment il y a une urgence comme là, c'est une urgence absolue, vitale et tout, on fait ça en urgence. Mais dans tous les cas, avant d'expulser un étranger qui est en France depuis plus de 20 ans, il faut saisir cette commission, mais pour un avis. Et l'avis, il ne lit pas le ministre, c'est un avis consultatif. Donc, le ministre dit, bon, voilà, ce monsieur, sur Internet, voilà ce qu'il fait, ce qu'il fait par rapport à la loi. Moi, je considère que c'est incitatif à la machin, et je veux le chasser de la France. Vous en pensez quoi? Donc, la commission fait venir le monsieur, s'il a un avocat, etc. Il y a le représentant du ministère de l'Intérieur qui vient, etc. Et on parle, et puis on l'écoute, on lui donne la parole, comme je le fais là, il se met devant voilà, la commission, il dit oui, c'est vrai que je suis machin, mais ce que je fais, ça participe juste du débat, c'est juste une prise de position, voilà. Sauf que le ministre dit non, ses propos sont virulents, il sait ce qu'il fait, il a beaucoup d'abonnés, il a de l'influence sur ces gens, donc il sait très bien que quand il dit ça, ça va pousser les gens à commettre ces actes, etc. Donc c'est pas juste un débat, il participe pas juste au débat public, donc je le chasse quand même. Et lui, il se plaint au tribunal. Il dit, ah, monsieur le juge, regardez, le ministre, il me chasse alors que j'ai une famille, alors que, voilà, je préside une mosquée, je fais ci, et puis le juge, chut, assis-toi, on regarde. Mais, tu dis que tu as une famille, tu n'as pas d'enfant. C'est ça la famille nucléaire. Tu es marié, d'accord, mais tu es marié à une Marocaine, tu n'es même pas marié à une Française. Et puis, les parents de ta femme sont au Niger, vous y allez tout le temps. Donc, t'as pas de lien stable en France. Il n'y a rien qui te retient ici. Donc, ok, le ministre, il a raison. Allez, on est d'accord. Tu barres. C'est tout. Donc, c'est ce que le Conseil d'État a fait. Voilà. Pour résumer la situation de façon triviale. Voilà. Donc, moi, j'ai fini de vous parler pour aujourd'hui. Mais c'était une décision très importante. Ça fait à peine un mois. Hein. Donc, j'ai décidé de l'analyser, de la présenter pour que ça puisse servir nos analyses. Ça vous montre ce qui se passe. Donc, ce que vous faites sur Internet, ça ne disparaît pas. Et ça peut justifier une expulsion en urgence absolue. D'accord? C'était bien dans la lecture pour voir comment le Conseil d'État prend ses décisions, comment il argumente, etc. Et tout. Donc, voilà. Moi, j'ai fini de vous parler. Moi, je vais quand même faire une capture d'écran. Hein. Aujourd'hui, j'aime bien. Allez, hop. Voilà. Donc, voilà. Merci à vous qui vous êtes connectés pour suivre ce live. Abonnez-vous à la page. Partagez le live. Ça peut servir sur le plan juridique que les gens, ils ont cette liberté-là. Liberté de s'exprimer, liberté d'expression, liberté de religion, la liberté de participer au débat public, mais il y a des limites à ne pas franchir parce que sinon ça peut donner ça peut donner lieu à des poursuites judiciaires, d'accord? Et que la justice ne fait pas dans le détail. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il y a la conférence débat samedi le 26 en ligne sur la difficulté de l'accueil, de l'insertion surtout, de l'intégration des femmes qui viennent d'arriver en France. Ok? Voilà, j'ai fini de vous parler. Je peux rester quelques minutes. Je prends quelques questions, s'il y a des questions. 5 minutes. Et puis après, je prends congé de vous parce que j'ai des choses à faire encore.
Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, s'il n'y a pas de questions, bah, je vais me déconnecter. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Salut Betty, bienvenue. Tu arrives à la fin. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas de questions, moi je travaille. Hein. Je continue de travailler, moi. Alors, je vous écoute. C'est la phase question. Bon, j'ai fini de parler. Je pense pouvoir m'asseoir un tout petit peu. Pas de questions? Bon, d'accord. Non, si c'est très clair pour vous, tant mieux, tant mieux. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est ce samedi en ligne. Allez vous inscrire. Venez apprendre des choses. Ah oui, bah du coup, je ne sais pas. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, je vais voir ce que je vais préparer pour présenter. Ouais. Demain, je vais parler d'une expulsion. Pareil, hein. Ça, c'est la cour administrative d'appel de Versailles. Je vous en ai parlé ici. Hein. Ouais. Je vais parler de ça demain. On va parler de... Pareil, d'une OQTF avec un pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Donc, on va en parler demain. On va en parler demain. Alors, hop. Hop. Allez. Ah oui, il faut que je m'asseye. Voilà, voilà. Ça, c'est bien. Bon. Pas de questions. Nyang Zakaria, salut. Bienvenue. Vous arrivez à la fin. Hein? Allez. Détends. Bon, d'accord. Merci d'avoir été nombreux à suivre le live. D'accord. Rendez-vous est pris demain pour parler de cette OQTF. Donc, c'est une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles. Pas de questions. Profitez-en. Hein. C'est pas tout le temps que je fais des séances questions-réponses. Hein. Généralement, les questions, c'est pour les abonnés. Voilà, ok, bah, passez une bonne après-midi et puis on se retrouve demain. Abonnez-vous, partagez le live et puis à demain. Bye bye. Ciao.